Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Nouveau thread d'horreur, 3 histoires encore une fois. Peut-être qu'un jour je referai des vidéos comme à l'époque où on traitait qu'une seule histoire dans une vidéo de 15 minutes. Mais d'un autre côté, les histoires qui font peur, chacun est sensible à des mécaniques différentes. Donc j'aime bien en faire 3. Comme ça je sais que tout le monde a été touché par au moins l'une des 3. Aujourd'hui au rendez-vous, la première est folle, la deuxième est très différente de ce qu'on a pu voir habituellement. C'est vraiment chelou. Et la troisième est un peu plus classique, mais je sais pas, c'est très bien raconté et il y a un peu de rebondissement à un moment, enfin j'aime bien. Et attention, aujourd'hui ce ne sont que des histoires qui sont arrivés à des francophones, à une belge plus précisément et à 2 français. Donc vous n'êtes pas à l'abri, attention. On commence donc avec notre amie belge Elena qui a maintenant 28 ans mais qui en avait 18 au moment des faits. Situation classique, Elena est invitée par une amie à elle à une soirée, sauf que la soirée se situe à 1 heure de chez elle, donc elle a un peu la flemme, sachant qu'en plus de ça, elle connaît personne à la soirée à part l'ami qui l'invite. Et vous savez, ces moments où t'as pas trop envie de te sociabiliser, on connaît. Elle finit quand même par se motiver et par y aller, et devinez quoi, la soirée se passe très bien. Elle s'amuse bien et surtout elle ne boit pas puisqu'elle est venue en voiture et elle compte rentrer chez elle le soir même en toute sûreté. Il est 4 h du matin, c'est la fin de la soirée et elle rejoint sa voiture qui est une vieille voiture des années 90 qu'elle a achetée avec son salaire de job d'étudiant. Mais sa voiture elle est pas garée sur le trottoir juste en bas de la soirée parce que la soirée a eu lieu dans une vieille distillerie. Du coup il y a quelques minutes de marche à faire pour qu'elle rejoigne sa voiture, sachant qu'on est à la campagne, c'est pas éclairé. Donc déjà elle se chie un peu dessus Elena. Mais c'est rien par rapport à ce qui arrive. Elle arrive finalement devant sa voiture, elle met sa clé dans la portière et la petite clim, la voiture était déjà déverrouillée. Elena elle se dit attends bizarre, j'ai jamais oublié de verrouiller ma voiture. Bon ça peut arriver, heureusement personne me l'a volé. Elle s'assoit à la place du conducteur, elle pose son sac à main à la place du passager avant. Et puis en posant son sac à main, du coin de l'œil, elle voit des jambes sur sa banquette arrière. Ce truc là je l'ai vu que dans des films, perso. Alors elle ignore pas, elle se retourne et elle voit une femme allongée sur sa banquette arrière. Screamer. Elena évidemment est terrifiée donc elle lui hurle dessus et lui demande qu'est-ce qu'elle fout sur sa banquette arrière. La fille du coup sursaute sous les cris d'Elena, elle s'excuse et elle lui explique la situation. En fait cette fille était elle aussi invitée à la même soirée qu'Elena et elle y allait en train, pas en voiture, sauf qu'au moment de partir elle a raté le dernier train retour et donc elle a décidé de rentrer dans la première voiture déverrouillée qu'elle croisait pour y dormir et y passer la nuit. Face à ces explications évidemment Elena elle s'en veut de lui avoir gueulé dessus. Pour se rattraper elle propose à cette fille de la ramener chez elle. Sympa la Elena. Elle l'invite donc à s'asseoir devant avec elle et c'est parti pour la ramener à la maison. Et au fil de la discussion, la fille qui est assise à côté d'elle, elle se met un peu à se contredire dans ce qu'elle dit, comme si elle s'inventait une vie. Mais heureusement, après quelques minutes de route, elle arrive enfin sur des routes un peu moins rurales et des trucs un peu plus éclairés. Malheureusement, maintenant qu'Elena voit un petit peu mieux la fille à côté d'elle dans la voiture, grâce à la lueur des éclairages de la route, elle remarque que les jambes de la fille qu'elle est en train de ramener chez elle sont extrêmement poilues. Mais poilu comme les jambes d'un homme, pas d'une femme qui s'épilerait pas. À tel point qu'Elena réalise qu'en fait la fille qu'elle est en train de ramener chez elle est un homme qui prétend être une fille pour des raisons qu'elle ignore à l'heure actuelle. Mais des raisons qui sont probablement malveillantes au vu de toutes les contradictions qu'il y avait dans son discours et d'à quel point la personne paraît tendue, comme si elle s'apprêtait à faire un truc pas bien du tout. Elena est terrorisée évidemment, mais en même temps elle est bloquée dans une voiture à 100 km/h avec cette personne. Donc si elle commence à paniquer, à lui hurler dessus en lui demandant des explications, elle a peur de créer une réaction agressive chez cette personne, bref c'est la merde. Et c'est donc tout naturellement qu'Elena va volontairement provoquer un petit accident. Un petit accident de sorte à ce que personne ne soit blessé, mais qui justifie le fait qu'Elena appelle la police. Trop malin. Elena s'excuse, elle dit merde, j'ai perdu le contrôle de la voiture, je suis désolée. Elle prétend d'être sous le choc, alors qu'en fait elle est surtout sous le choc d'être seule au milieu de nulle part avec cet inconnu. Elle lui dit que la voiture est endommagée et qu'elle doit donc appeler la police. Et en lui disant ça, l'inconnu avec elle lui dit tout de suite non non, pas besoin d'appeler la police, j'ai un ami qui habite pas loin, je vais l'appeler, il va venir nous aider. Ce qui est clairement le pire truc que t'as envie que l'inconnu dise à ce moment-là. Sauf que pendant que l'inconnu lui répondait ça, Elena, elle, avait déjà tapé le 17 et était déjà en train d'appeler. Et heureusement la police a répondu immédiatement. Elle commence donc à leur parler au téléphone et elle a à peine le temps de leur dire 2 phrases qu'en se retournant, elle voit que l'inconnu est en train de partir en courant. À ce moment-là, Elena comprend donc qu'elle était bel et bien en danger et que cette personne était mal intentionnée et elle fond en larmes. Elle explique tout à la policière au bout du fil qui lui explique qu'une équipe est juste à côté d'elle et que d'ici 5 minutes, elle devrait être sur les lieux. La police arrive sur les lieux, Elena est cachée derrière sa voiture, elle avait très peur pendant ces 5 minutes que l'inconnu revienne, peut-être accompagné de son fameux ami, et donc elle leur explique tout. Et puis la police décide de fouiller la voiture d'Elena au cas où il y a des éléments qui leur permettent de retrouver l'individu. Ils ouvrent le coffre et en découvrant ce qu'il y a dans son coffre, Elena se décompose parce qu'à l'intérieur se trouve une bâche et une pelle. C'est bon. En voyant ça, la police dit à Elena, en fait là vous avez eu énormément de chance. Là le petit incident que vous venez de provoquer et qui a justifié votre appel à la police, il vient de vous sauver la vie, littéralement. Ce soir-là, heureusement Elena rentre chez elle saine et sauve, mais elle reste terrorisée par ce qu'elle a vécu avec cet inconnu. Et surtout elle fait partie des gens qui n'ont pas eu d'explication, c'est-à-dire qu'elle ne l'a jamais revu, elle a plus jamais entendu parler de lui. Elena précise aussi, et c'est important de le préciser, qu'elle a rien du tout contre les transgenres, les transsexuels, les travestis, peu importe. Elle explique juste qu'à ce moment-là, elle a compris que cette personne-là ne faisait pas partie de
de cette catégorie de personnes et qu'il s'agissait juste d'un mec vulgairement déguisé en femme dans le but que ses futures victimes baissent leur garde et qu'il puisse leur faire du mal plus facilement. Bref, c'est la fin de cette première histoire et devinez quoi, elle me met particulièrement mal parce que j'ai un peu ce traumatisme de la banquette arrière à cause de plein de films que j'ai vus où souvent quand je retourne dans ma voiture dans un parking, je colle ma vitre à la fenêtre arrière pour être sûr qu'il y ait personne dedans. Et si je vois un visage, bah je repars, je laisse la voiture, je l'abandonne, je pars. Messieurs dames, il est temps de passer à la deuxième histoire et vous allez comprendre pourquoi je l'ai choisi. Rémi vit seul chez sa mère depuis toujours, dans sa ville natale, une petite ville de province dans laquelle il a fait ses études, sauf que là il rentre dans sa 4e année d'études, il doit donc trouver un stage et il a trouvé un stage en marketing dans une ville un peu plus loin que sa ville natale. Du coup, deux options s'offrent à lui. La première, la moins pratique, c'est de rester vivre chez sa mère et de faire 1h30 de trajet chaque matin et chaque soir pour se rendre sur son lieu de stage. La deuxième option, qui est sans doute la plus pratique, c'est de trouver un logement près de l'entreprise de manière à éviter de se taper le trajet tous les jours. Et il y a aussi quelque chose qui penche en faveur de cette deuxième option, c'est le fait qu'un ancien ami de sa mère est propriétaire d'une maison 3 pièces juste à côté de l'entreprise dans laquelle Rémi fait son stage. Bref, tout ça le fait pencher définitivement en faveur de cette deuxième option et Rémi prend son nouveau départ. La première semaine est difficile, il est seul dans une maison qui est à moitié vide, il a pas encore eu le temps de ramener toutes ses affaires de chez sa mère et donc le week-end suivant, il décide d'aller adopter un chat pour avoir de la compagnie et se sentir moins seul. Il décide de l'appeler Kawi et c'est là que l'histoire commence vraiment. La deuxième semaine, Rémi rencontre Simon. Simon habite la maison d'à côté, il a la trentaine, il fait près de 100 kilos, il en impose mais Rémi explique que, je sais pas, Simon a l'air sympa, il a un visage un peu niais, ce qui le rend sympathique. Un peu méchant de dire ça, on est d'accord. Le week-end arrive et Rémi, qui a pas envie d'être seul pour le week-end, le passe chez sa mère. Et en rentrant de chez sa mère dimanche soir, en arrivant sur son palier, Rémi découvre une bière fraîche posée là, sur son paillasson, avec un petit mot sur lequel il y a marqué « Si tu en veux d'autres, tu sais où me trouver, clin d'œil, Simon ». Mais quel chic voisin ce Simon. Ils se recroisent à l'occasion d'une balade de Rémi avec Kawi. Oui, balade son chat. Ça fait rire Simon qui lui dit en retour de faire bien attention à son chat parce qu'il y a eu pas mal de disparitions de chats ces derniers mois dans le quartier. Et c'est effectivement ce que Rémi a remarqué en baladant son chat, à savoir des avis de disparition à pas mal d'endroits. C'est donc tout naturellement que plus le temps passe, plus Rémi a confiance en Simon. Et en plus de ça, Kawi aime bien Simon. Et ça, les propriétaires d'animaux, vous le savez, ça nous touche quand notre animal il aime bien quelqu'un et que ça se voit. On a naturellement encore plus confiance en ce quelqu'un. À force de se croiser, Rémi en a appris un peu plus sur Simon, normal. Et il serait apparemment un ancien cariste au chômage depuis plusieurs mois qui serait en train de monter sa propre affaire. Le temps passe, les semaines passent, Kawi sort maintenant tout seul de la maison et il revient tous les soirs. Et durant ces semaines, Rémi remarque un truc bizarre et remarque que souvent la journée, il y a pas mal de gens qui passent dans la maison, mais il n'y a pas Simon. Il en aurait donc parlé à Simon lors de leur rencontre et Simon aurait expliqué ça par le fait qu'en fait c'est pas sa maison à lui, c'est celle de son père et elle est en vente depuis un moment, ce qui explique qu'il y ait pas mal de passages à l'intérieur la journée, passages de futurs acheteurs. Mais un jour, problème. Contrairement à tous les autres matins, Kawi n'est pas rentré chez lui. Dans un premier temps, ça va pas du tout inquiéter Rémi qui se dit « Bon, c'est pas grave, je vais aller au travail et il va probablement rentrer dans la journée. » Sauf qu'en rentrant du travail à 17h, il y a toujours pas de Kawi à la maison. Ce soir-là, Rémi doit aller chez sa nouvelle copine dont il est apparemment très amoureux. Mais suite à la disparition de Kawi, il va l'appeler pour lui expliquer que il annule. Il a clairement pas la tête à ça alors qu'il vient de perdre son animal. Il toque donc chez Simon et là, chose qui lui est jamais arrivée avant, il attend 1 minute avant que Simon vienne lui ouvrir. Et Rémi remarque tout de suite quelque chose de chelou, c'est que Simon il a des gants en latex noir. En voyant Rémi, Simon il a l'air vachement surpris, il a pas l'air à l'aise du tout et instinctivement il fait rentrer Rémi chez lui. Et en rentrant chez lui, Rémi il ressent un truc bizarre puisque tout est vide. Simon commence à engager une discussion très cringe avec Rémi, une discussion qu'on sent un peu forcée. Et pendant qu'il lui parle, il regarde Rémi droit dans les yeux comme pour essayer de voir si dans son regard Rémi acquiesce et croit à ce qu'il dit. Au bout d'un moment, Rémi pose sa main sur l'épaule de Simon et lui dit écoute, je suis là parce que ce soir je dois aller chez ma copine mais j'ai un problème. Et il a pas le temps de finir son explication qu'il entend des griffures contre la porte de l'une des 2 chambres fermées. Simon remarque que Rémi regarde en direction de la chambre fermée, et là il y a un blanc. Un blanc qui se termine par la sonnerie du téléphone de Rémi, parce que sa copine l'appelle. Rémi décroche et fait signe à Simon que c'est un coup de fil important et qu'il va sur le perron pour y répondre. Et sur le perron, Rémi fait un truc très malin. Il commence à discuter avec sa copine au bout du fil et il lui dit « Écoute, je dois régler un truc avant de venir, je serai sûrement un peu en retard. Actuellement je suis chez Simon, tu sais le voisin dont je t'ai parlé. Je devrais régler ça assez rapidement, mais si t'as pas de news d'ici une demi-heure, c'est qu'il y a un problème. » On est clairement sur une masterclass. Et en re-rentrant dans la maison, il tombe sur Simon qui tient Kawi dans ses bras. Sauf que Kawi n'est pas en mode câlin là, il a les poils hérissés, il est terrorisé, il a clairement peur de Simon. Simon prend tout de suite la parole et il lui explique que Kawi est venu gratter à sa porte en pleine nuit et que donc tout naturellement il lui a ouvert et il l'a accueilli. Et puis immédiatement il tente de justifier l'état de Kawi en lui expliquant qu'il a dû faire des travaux dans la maison, il a dû percer des trucs etc. Et que le bruit a dû énormément stresser Kawi, d'où son état. Bref, Rémi comprend qu'il y a un énorme blême, il récupère Kawi et il va avec son chat chez sa copine. À partir de là, pendant 2 semaines, Rémi ne va plus croiser Simon. Une après-midi, Rémi
Rémi voit une nouvelle fois du monde à l'intérieur de la maison et il décide ce jour-là d'aller toquer pour leur parler. Ou plutôt pour parler à la personne qu'il pense être le père de Simon. Et lors de cette discussion, Rémi découvre la vérité. Cet homme déjà lui explique qu'il n'a pas d'enfant. Ce n'est pas le père de Simon. En revanche, il lui confirme que c'est bel et bien sa maison à lui et qu'il a fait faire des travaux d'aménagement il y a de ça quelques mois. Rémi lui explique l'histoire et lui décrit Simon. Et immédiatement, l'homme voit de qui il parle. La description physique que lui fait Rémi correspond à celle d'un ouvrier qui serait venu poser du carrelage il y a de ça déjà plusieurs mois. N'étant pas content du travail effectué, le propriétaire se serait plaint auprès de l'entreprise et le patron de l'entreprise de travaux lui aurait expliqué que c'est pas le premier client qui se plaint du travail de cet ouvrier et qu'il allait le renvoyer pour faute professionnelle. Rémi et le propriétaire comprennent donc que Simon a gardé un double des clés après s'être fait renvoyer et est venu dormir là sans aucune autorisation. Rémi est choqué, mais à partir de là, il ne croise plus Simon. Et les prochaines news qu'il va avoir de lui, c'est quelques mois plus tard. Il aurait appris que Simon se serait fait arrêter par la police dans un village voisin après avoir essayé d'enlever un chien en pleine nuit. La police aurait révélé plus tard que Simon se trouve être en fait un psychopathe qui trouverait du plaisir sexuel dans la torture d'animaux. Il n'aurait en revanche, à moins qu'on l'ait pas encore découvert, jamais franchi le pas sur le meurtre d'humains. Rémi est quand même content d'avoir croisé Simon parce que lors de toutes leurs discussions de voisins quand ils se croisaient, Simon lui donnait de bons conseils pour aller séduire la fille qui lui plaisait tant au travail et qui est devenue sa copine et qu'il est toujours au moment où il raconte cette histoire. Bref, il arrive à en tirer du positif et pour ça, respect Rémi et merci pour ton histoire. Messieurs, dames, il est maintenant temps de passer à la dernière histoire, celle de Aldric qui est mon pire cauchemar et le vôtre aussi. Quelques années avant de raconter cette histoire, Aldric fait une énorme soirée avec des potes à lui. Et Aldric, quand c'est une fin de soirée, peu importe l'heure qu'il est, il veut rentrer chez lui pour dormir dans son lit. Il a un peu la flemme de dormir par terre chez un pote ou dans le canapé. Normal. Il habite à la campagne, donc il marche dans des zones qui sont très peu éclairées, il passe à côté des champs, etc. Mais tout se passe bien pendant 1 kilomètre. Et il précise, même si c'est pas bien, qu'au moment où ça arrive, on est encore en pleine période de couvre-feu. C'est-à-dire que dehors, il y a vraiment personne et que s'il y a quelqu'un, t'es pas rassuré. Bref, après tous les petits chemins de campagne, Aldric arrive enfin dans une rue qui est normalement très légèrement éclairée, mais là elle est beaucoup plus éclairée qu'habituellement. Parce que dans cette rue se trouve une voiture avec les pleins phares allumés. Et Aldric, il aperçoit 3 personnes dedans. Ou plutôt 3 silhouettes, il n'y a pas assez de lumière pour distinguer des visages. Et pour une fois, un mec d'un thread d'horreur va faire ce que nous on aurait fait, Aldric il part en courant. Ciao. Et pendant qu'il court, il entend que la voiture maintenant ne roule plus doucement, elle accélère pleine balle. À ce moment-là, en plein sprint, Aldric il se dit ok, je suis mort, je vais me faire dépouiller. Et puis, à un moment donné, il se retourne et il voit que sur la voiture se trouve un gyrophare. Bah alors Aldric, tu es juste dehors en plein couvre-feu sous l'effet de l'alcool et de la weed. Tout va bien? Il se fait donc contrôler par la BAC, il leur explique qu'il était à une soirée à telle adresse, qu'il rentre chez lui à telle adresse, qu'il est vrai, il brave le couvre-feu et c'est pas bien, il en est désolé, il a un peu de weed sur lui en plus Aldric, la BAC juste la prend, l'écrase par terre et ne lui en tient pas rigueur. Les policiers se montrent très compréhensifs, ils lui mettent pas d'amende, ils le mettent pas en garde à vue, ils lui disent juste bon frérot, rentre chez toi, c'est bon. C'est pas le meilleur retour de soirée de sa vie, clairement. Mais après ça, c'est le torse bombé et très serein qu'Aldric reprend la direction de chez lui. Il marche pendant quelques minutes et là, il ressent un truc étrange autour de lui. Vous savez, ce fameux instinct où tes sens te disent t'es peut-être pas seul et t'es peut-être même observé. Il se retourne mais il voit rien à part une rue légèrement éclairée, des poubelles, des devants d'habitation, y a rien de spécial. Il se dit donc qu'il est très certainement en train d'être parano à cause de la weed qu'il a fumé pendant toute la soirée. Il décide quand même qu'à partir de là, il ne va emprunter que des rues éclairées, même si ça va lui faire des détours et retarder fortement son heure d'arrivée à la maison alors qu'il est déjà très tard. Et il fait bien, parce que 2 minutes plus tard, il entend un bruit. Et en se retournant, il voit une silhouette se cacher derrière des poubelles. À partir de là, il a donc bel et bien la confirmation qu'il est suivi. Il continue à marcher, il sent toujours qu'il est suivi, et cette fois il entend un bruit métallique. Encore une fois, il y a 2 options à partir de là pour Aldric. Soit il prétend s'en foutre et il continue de marcher tranquillement en restant vigilant au bruit derrière lui, soit il prend la fuite. Sauf qu'il a déjà pris la fuite une fois ce soir, et son cardio, il est bousillé. Ce qu'il va faire à la place, c'est du génie. Il va sortir son téléphone et aller sur Discord. Et heureusement, il y a 2 potes à lui qui sont en train de jouer à League of Legends. Tout en marchant, Aldric leur envoie un message et leur dit « Les gars, venez visio, c'est urgent ». Immédiatement, les 2 amis le rejoignent, ils sont donc comme en FaceTime sur Discord, et Aldric à voix très basse leur explique qu'il pense être suivi par quelqu'un et qu'il a besoin de leur aide. Tout en marchant, il lève donc son téléphone en faisant le geste de quand tu cherches du réseau, de manière à ce qu'il puisse voir ce qui se trouve derrière Aldric via la caméra de l'iPhone. Et puis 6 secondes plus tard, il le rebaisse, et là, le visage de ses 2 amis a changé. Et l'un des deux va rompre le silence en disant « On a bien vu ce qu'on a vu là ?» Il demande donc à ses 2 amis de leur expliquer ce qu'ils viennent de voir, et mieux que des explications, l'un de ses 2 amis a screené ce qu'il a vu à l'image. Aldric regarde la photo, et ce qu'il y découvre va le mettre dans une panique totale, puisqu'il y découvre un homme, à peu près 20 mètres de lui, qui tient dans la main un énorme couteau de boucher.
Encore une fois, Aldrich n'a plus de cardio. Il se dit que s'il se met à sprinter, il aura que 20 secondes de sprint à dispo et que donc ça doit être les 20 dernières secondes de son trajet avant d'arriver chez lui. Son plan est simple, il veut passer devant la gare de sa ville parce qu'il sait qu'il y a des caméras qui filment l'extérieur. Et s'il doit lui arriver un truc, il veut que ce mec passe devant ces caméras de surveillance. Il va donc marcher pendant de longues minutes avant de passer devant la gare, tout en ne sachant pas s'il est toujours suivi ou pas puisqu'il n'y a plus de bruit qui proviennent de derrière lui. Et puis à l'entrée de son quartier pavillonnaire, il va sprinter de toutes ses forces jusqu'à sa maison. Arrivé chez lui, immédiatement, il verrouille toutes les serrures, il va dans sa chambre et il fait un truc qu'il a jamais fait avant. Il active l'alarme de sa maison via son téléphone alors qu'il est dans la maison. Au moins, si le mec l'a suivi jusque là et qu'il veut rentrer chez lui, il y a pas de doute, il sera averti. Là, Aldrich explique un truc assez touchant. Il dit écoutez, j'ai pas vraiment lu ça dans les threads d'horreur que j'ai pu lire, mais moi, sachez qu'à ce moment-là, quand je suis dans mon lit et que j'ai activé l'alarme, je fonds en larmes, je chiale de toutes mes forces. Le lendemain, Aldrich se réveille et premier truc qu'il fait, il va au commissariat. La policière prend sa déposition, Aldrich rentre chez lui et après quelques heures seulement, la policière le rappelle. La policière lui explique qu'elle a récupéré les images de toutes les caméras de surveillance que Aldrich a croisées sur son chemin. Et elle lui explique qu'effectivement, très peu de temps après son contrôle de police, un individu avec une énorme arme blanche à la main s'est mis à le poursuivre. Sur les images, on le voit fréquemment se cacher quand Aldrich ralentit ou s'arrête ou se retourne. Et elle lui dit qu'il a arrêté de le suivre au moment où il est arrivé dans son quartier pavillonnaire et qu'il a sprinté comme un fou. Aldrich, il est choqué de malade, mais d'un autre côté, il est rassuré. Il a pas fait un bad trip la veille, il était bel et bien en danger, il a bel et bien eu conscience du danger qui l'entourait. Et il en tire une seule leçon, il ne rentrera plus jamais de soirée à pied, seul, en pleine nuit. Et je pense que c'est une bonne leçon. Messieurs, dames, on arrive à la fin de ce thread d'horreur. J'espère qu'il vous a plu. Je trouve ces 3 histoires excellentes. Ça se trouve, ces threads d'horreur ont aidé certains parmi vous à ne pas se retrouver dans des situations reloues de malade. Et ça me fait plaisir. Bref, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous de Squeezos. Ah, ça me répugne. Arrêtez de vouloir me faire sourire sur les photos de famille. Ça me fait chier quand on va les ressortir, de voir que j'ai vieilli. Quelle époque, les années au McDo, quand on était tous potes. Cette époque où j'avais des abdos.